Bonjour à tous, merci de votre présence. Nous sommes le 25 mai, il est midi. C'est l'heure de votre session de l'Univox Academy consacrée aujourd'hui au marquage CE des dispositifs médicaux, nouveau casse-tête des industriels. Alors pendant que les participants à ce webinaire se connectent progressivement et avant de vous présenter les intervenantes de cette session, je vais vous dire quelques mots sur InVivox, sur la solution InVivox que vous ne connaissez peut-être pas encore. Donc nous sommes une plateforme d'hébergement et de valorisation des contenus de formation continue pour les professionnels de santé, une plateforme en ligne que vous trouvez en tapant invivox.com. Et donc, les points forts de la solution InVivox, c'est de centraliser l'offre de formation. C'est une plateforme qui fonctionne un peu comme Booking pour les hôtels. Donc, centraliser l'offre de formation d'organismes, que ce soit des hôpitaux, des industriels, des organismes de formation, des sociétés savantes, donc qui ont des contenus de formation continue à promouvoir auprès de professionnels de santé. Organiser donc la promotion, la visibilité et la promotion de cette offre de formation vers des communautés de professionnels de santé. Nous avons aussi la possibilité de créer du contenu de formation avec une cellule spécifique d'ingénieurs pédagogiques qui peuvent créer des contenus de e-learning, des formats courts adaptés aux besoins d'aujourd'hui des professionnels de santé. Et puis, pour tous les partenaires qui mettent leur formation sur InVivox, c'est la possibilité de récupérer des données très importantes sur les professionnels qui viennent regarder ces formations et ainsi de gérer au mieux leur offre. Voilà, donc à gauche de l'écran, vous avez ce que voient les professionnels de santé qui viennent se former. Et à droite, tout l'intérêt, c'est effectivement le logiciel de back-office, de gestion de ces formations, très utile pour nos clients donc, qui viennent utiliser la plateforme. Voilà, juste quelques chiffres clés, 250 000 professionnels de santé dans notre base, donc ils sont à même de regarder, de s'instruire grâce aux formations sur la plateforme. Et puis, l'année dernière, 120 000 professionnels de santé, donc en 2021, qui ont accédé à un contenu de formation, quel qu'il soit, via InVivox, donc une communauté qui croît, très dynamique, et donc qui a besoin de plus en plus de formations différentes et de contenus différents. Voilà pour la petite présentation d'InVivox. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer donc un nouveau sujet d'actualité, un sujet très important relatif au marquage CE des dispositifs médicaux, puisqu'un nouveau règlement sur ce sujet est applicable depuis mai 2021. Avec des répercussions importantes pour les industriels. Donc, ce nouveau règlement, il a un sigle, c'est MDR. Et alors, du coup, les industriels ne sont pas du tout morts de rire. Excusez-moi, il fallait absolument que je case cette blague qui me fait rire. Donc, MDR pour Medical Device Regulation, et qui renforce les exigences d'obtention pour obtenir le marquage CE. Donc un texte, je vous l'ai dit, qui est entré en vigueur depuis mai 2021, qui impose pour l'ensemble des appareils, donc depuis la seringue jusqu'au lit médicalisé, le cathéter, la prothèse, l'ensemble de ces dispositifs médicaux, de valider des nouvelles normes CE au plus tard en mai 2024. Voilà. Cette procédure impose des dossiers beaucoup plus lourds, avec des organismes notifiés dont on dit qu'ils sont déportés. Donc voilà le sujet du jour. Pour en parler avec nous, nous avons la chance d'avoir Cécile Vaugelat, qui est directrice des affaires technico-réglementaires du SNITEM. Bonjour Cécile. Bonjour, bonjour à tous.
qui va évoquer les challenges de cette période dont on dit que c'est une période de grâce. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme approprié, vous allez nous dire ça. Les challenges de cette période et les propositions françaises et européennes d'aménagement peut-être du dispositif pour faciliter sa mise en œuvre par les industriels. Et nous aurons également les explications, l'éclairage de Myriam Martinez-Climent. Bonjour Myriam. Bonjour. Qui est directrice des affaires réglementaires de Johnson & Johnson, qui va nous présenter les résultats édifiants d'une enquête de MedTech Europe et qui évoquera aussi les possibles répercussions sur l'offre de soins, la prise en charge des patients. Avant de commencer avec vous, Cécile, nous allons proposer un premier sondage aux participants de cette session. Premier sondage. Voilà. Donc, on vous propose de répondre à cette question. Où en êtes-vous de l'application du nouveau règlement sur vos dispositifs médicaux? Donc, soit l'intégralité, première réponse possible, l'intégralité de nos gammes ont obtenu la certification d'un organisme notifié au titre du règlement. Nous avons obtenu la certification d'un organisme notifié au titre du règlement pour une partie de nos produits. Deuxième réponse possible. Troisième réponse, nous n'avons pas encore obtenu de certification d'un organisme notifié au titre du règlement. D'où probablement une certaine inquiétude et tout l'intérêt de votre participation à cette session. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre à cette question. Voilà, donc les 2/3 des participants n'ont pas encore obtenu de certification et doivent donc se poser de nombreuses questions en mai 2022, alors qu'il reste 2 ans seulement pour tout mettre aux normes. Merci beaucoup. Donc, Cécile Vaugelade, la parole est à vous et nous vous remercions vraiment de vous exprimer au nom du SNITEM. Merci à vous pour cette invitation et ce point. Donc, je vais partager ma présentation. Vous allez me dire si ça fonctionne bien. Très bien, si vous voulez la... Parfait, merci. Très bien. Donc, aujourd'hui, comme ça a été présenté par Catherine, on va faire un focus sur cette fameuse période qui, effectivement, est appelée période de grâce, mais qui est en fait une période vraiment de transition entre les directives et les produits qui étaient déjà mis sur le marché et reconnus au titre des directives vers ce nouveau règlement. Alors, pour commencer, un petit rappel de ces apports du nouveau règlement. Ils sont multiples. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le règlement a conservé le principe, les grandes règles, le cadre réglementaire qu'est le marquage CE, qui est de type de ce qu'on appelle nouvelle approche ou nouveau cadre législatif. Donc, l'architecture réglementaire est restée la même, mais par contre, je dirais que toutes les pièces ont été rénovées et on a vraiment à la fois du détail ou un renforcement des exigences pour obtenir ce marquage CE, mais aussi dans la façon de démontrer qu'on est conforme à ces exigences. Donc, on en a repris quelques-unes sur cette planche. D'abord, tous les organismes notifiés, et c'est un des cœurs du sujet, doivent être renotifiés au titre de ce règlement pour pouvoir venir après certifier les entreprises. Et cela dans le cadre d'un cahier des charges renforcé. En particulier sur le volet de la compétence des personnes qui agissent et qui évaluent ou qui auditent dans ces organismes notifiés. Et l'ensemble de ces organismes notifiés a été placé sous contrôle européen. Ça avait débuté un petit peu avant le règlement, mais c'est la règle maintenant. Un organisme n'est notifié au titre du règlement qu'après une évaluation conjointe de l'autorité compétente nationale, de 2 autres autorités compétentes et de la Commission européenne. Donc, ça conduit vraiment à une harmonisation de la notification des organismes notifiés. Dans les grands axes de renforcement de ce règlement, il y a celui de l'évaluation avant la mise sur le marché, notamment à travers de nouvelles exigences essentielles. Toutes ont été reprécisées, certaines sont vraiment nouvelles, mais aussi avec éventuellement de nouvelles procédures.
par exemple avec un recours à des expertises spécifiques dans le cadre de l'évaluation clinique pour certaines classes de risque. L'évaluation clinique, justement, on a un vrai focus dans le règlement dessus, à la fois avec une restriction forte de l'utilisation des données d'équivalence. Pour certains cas, l'équivalence avec des dispositifs médicaux je dirais, concurrents du marché, qui ne sont pas dans la gamme de produits du fabricant, devient plus de l'ordre de la théorie, puisque pour certaines classes, il faut un contrat entre les deux entreprises pour que la deuxième ait accès à l'intégralité de la documentation technique de la première. Donc, autant dire qu'on a du mal à imaginer dans quel cas ça aura vraiment lieu. Et puis, on a quelque chose qui était déjà un peu prévu par la révision de 2007, mais qui est un recours aux investigations cliniques obligatoires pour les implantables. On était plutôt pré-marquage CE, mais on a aussi un renforcement de la surveillance après la mise sur le marché, à la fois avec des outils, notamment la base de données européenne des incidents, qui permettra aux autorités compétentes de partager mieux l'information, mais aussi avec une codification plus importante et une standardisation plus importante de ce que faisaient déjà les industriels et les entreprises dans le cadre de la surveillance après commercialisation, avec par exemple la mise en forme du résumé périodique de sécurité, dont on attend encore un petit peu les détails, mais qui codifie et qui standardise pour l'intégralité des fabricants la façon de surveiller leurs dispositifs. Une grande avancée aussi en matière de transparence et de traçabilité. C'était un des sujets qui était vraiment attendu dans le cadre de cette refonte réglementaire, c'était d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passait. Donc, avec la base de données européenne d'AMED, ce sera chose faite, mais aussi d'avoir un outil de traçabilité plus important, qui est l'identifiant unique du dispositif, qui permettra à tout moment de parler sans ambiguïté pour tous les acteurs du même dispositif. En matière d'information, il y a aussi des avancées pour l'accès à l'information des utilisateurs, voire des patients, avec par exemple le résumé des caractéristiques pour les DM de classe 3, les résumés de rapports d'investigation clinique, la carte d'un plan et des modifications apportées par exemple aux notices. Donc un grand volet sur la transparence, la traçabilité, l'information. Et puis, pour finir, une harmonisation européenne renforcée, puisqu'on est dans le cadre d'un règlement. Donc, un règlement, c'est application directe. Ça n'a pas besoin d'être transposé dans les codes nationaux. Il a fallu qu'on toilette le code de la santé publique en France, puisque justement, il y avait eu la transposition des directives. Le règlement s'applique de fait, mais il y a aussi quelques options nationales qui doivent être décrites dans les droits nationaux. C'est ce qui vient d'être fait avec l'ordonnance qui a été publiée en avril. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va passer à la suite et revenir un petit peu sur le calendrier. Donc, ce règlement qui est entré en vigueur depuis 2017 est entré en application, Catherine l'a dit, en mai 2021, après un an de report lié notamment à la crise Covid. On va voir ce que ça représente, une entrée en application de ce règlement pour les nouveaux produits et pour les anciens. Ce qu'il faut retenir, parce que ça va être l'autre grand sujet, c'est que les organismes notifiés dont je vous ai parlé et qui sont ceux qui vont certifier l'ensemble des fabricants et des produits ont pu commencer à déposer leur dossier en novembre 2017. Le premier qui a été notifié, c'était en janvier 2019 et à date, alors j'avais envoyé cette présentation, mais j'aurais pu la mettre à jour depuis. On est en mai à 29 organismes notifiés reconnus au titre du règlement DM. C'est suffisant, 29, pour tout traiter? Alors, c'est exactement le sujet qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire qu'on est passé d'une soixantaine en 2017 à 29. Il y en a d'autres qui sont dans la file d'attente et qui vont continuer à arriver, mais qu'on va voir que leur capacitaire, parce que le nombre n'est pas tant un sujet que ce qu'ils sont capables de certifier, est le cœur du sujet de cette fameuse période qu'on appelle donc la période de création ou la période de transition, puisque entre mai 2021 et mai 2024, l'ensemble des produits déjà mis sur le marché devront avoir des certificats règlement et après on a une période supplémentaire d'écoulement des stocks.
Donc, ça veut dire quoi, la mise sur le marché pendant la période de grâce? C'est effectivement ce à quoi on en vient. Pour les nouveaux produits et les classes 1, il n'y a pas de question, il n'y a pas de sujet. Ils doivent être conformes au règlement. Ça veut dire que pour les dispositifs de classe 2A, 2B3, les organismes notifiés doivent les voir. Un organisme notifié reconnu au titre du règlement doit pouvoir certifier au titre du règlement un nouveau produit. Et pour les fameux produits déjà existants au 26 mai 2021 et mis sur le marché en tant que DM reconnus par les directives, on les appelle les legacy devices, ils peuvent continuer jusqu'en mai 2024 à être mis sur le marché à un certain nombre de conditions, que leur certificat soit valide, et tous ne le sont pas jusqu'à mai 2024, qu'ils soient en contrat avec un organisme notifié, puisque cet organisme notifié va continuer à vérifier qu'ils sont conformes aux directives et va les surveiller d'ailleurs avec les règles du règlement. Une autre des grandes conditions, c'est qu'il n'y ait pas de changement significatif dans la conception ou la finalité pour que les dispositifs directifs puissent continuer à être mis sur le marché pendant cette période. Qu'est-ce qui se passera après le 26 mai 2024 ? Tous les produits, qu'ils soient legacy ou nouveaux, devront être conformes au règlement. Il y aura encore un an pour écouler ce qui est dans le circuit de distribution. Et après mai 2025, on n'aura plus de circulation de produits conformes aux directives. Alors, ça veut dire quoi passer d'un marquage CE directive à un marquage CE règlement ? Ça veut dire, pour les industriels, la mise à jour et la réécriture de toutes les documentations techniques. Il faut revoir l'ensemble des exigences applicables, vérifier que les preuves dont on dispose sont suffisantes ou pas, et si elles ne le sont pas, lancer de nouvelles études précliniques, voire cliniques, ou des rationnels et des justifications pour permettre la mise en conformité de l'ensemble des exigences qui ont été soit renforcées, soit rajoutées. Il faut évidemment aussi mettre en place et adapter le système de management de la qualité de l'entreprise aux nouvelles exigences du règlement. C'est un exercice qui est un petit peu moins difficile, mais qui reste, qui demande quand même de l'investissement de la part des entreprises. Et puis surtout, on a une évolution des procédures de certification. Il y a des étapes supplémentaires ou des dossiers supplémentaires qui sont revus par les organismes notifiés et qui donc, vous voyez, augmentent la charge de vérification. Donc, ces organismes notifiés, on a dit qu'ils étaient 29, ils sont bien moins qu'avant et ils ont plus de choses à faire. Donc, dans les faits, le challenge de cette période de grâce, il réside effectivement dans le fait que il y a tout le stock des produits initialement mis sur le marché qui est à revoir par ces organismes notifiés. Alors, ces données datent de septembre 2021. On a eu les résultats de la mise à jour hier, donc je n'ai pas pu mettre à jour, mais peu ou prou, on reste sur le même ordre de grandeur. On a donc de l'ordre de entre 20 et 25 000 certificats à transiter de la directive au règlement d'ici mai 2024, sachant qu'à ce stade, uniquement 1000 certificats ont pu être émis par l'ensemble des ON qui sont reconnus. Les ON doivent pouvoir continuer à avoir les nouveaux produits, évidemment, puisqu'il faut continuer à pouvoir innover, même si on sait que c'est très, très compliqué dans cette période. Et puis, on a aussi une difficulté sur la multiplication des demandes de validation, de modification, notamment due aux tensions d'approvisionnement en matières premières ou à d'autres événements géopolitiques que vous connaissez. Donc, si on prend en compte toutes ces données, on se retrouve dans un système où le niveau d'exigence est augmenté, où on est tous en train d'apprendre en marchant, et on parle de besoin d'interprétation commune. Il y a beaucoup de guides qui sortent régulièrement et qu'il faut prendre en compte au fur et à mesure, dans un système d'une complexité plus importante, avec des ressources d'ON qui sont limitées et qui ne sont pas encore à leur maximum, puisque tous les ON qui ont postulé ne sont pas encore reconnus. Donc, la charge de ces ON est très, très importante et les délais en sont extrêmement rallongés. Donc, on est en train de parler de temps d'évaluation qui vont jusqu'à 24 mois, donc 2 ans, pour l'évaluation par un ON d'une documentation technique dans la complétude de la procédure pour une certification. On est presque à 2 ans du 26 mai 2024. Vous comprenez donc qu'on risque d'être en difficulté, mais Myriam l'illustrera encore tout à l'heure. Alors, dans ce cadre, le SNITEM a consacré une journée entière sur ce sujet le 14 mars. Vous aurez le lien sur cette présentation qui vous permet d'avoir accès à tous les replays de cette journée.
pour faire le bilan partagé avec un certain nombre d'acteurs, et notamment nos autorités, mais aussi faire des propositions, et a fait des propositions, une proposition commune avec le BVMed, qui est l'équivalent allemand du SNITEM, qui se résume en 3 axes. D'abord, reporter la période de grâce, puisque après une analyse juridique de plusieurs cabinets d'avocats, et même si on s'en doutait un petit peu, on en est arrivé à la solution, enfin comment dire, au constat que dans la façon dont est écrit le règlement actuellement, il n'y a pas d'outils qui permettent de sortir de cette situation d'engorgement des ON et de retard pris dans l'évaluation des produits, qui conduira à des ruptures de certification entre les directives et le règlement pour un certain nombre d'acteurs. Ça a déjà commencé, à part si on réouvre l'article 120, qui est celui sur les dispositions transitoires, pour permettre d'adapter cette période et permettre de continuer la mise sur le marché, encore une fois, des produits qui avaient fait l'objet de certification avant le 26 mai 2021, qui continuent à être surveillés comme de nouveaux produits, le temps qu'ils récupèrent des certificats règlement. Donc, la proposition, c'est de modifier la date de fin, tout en permettant la mise sur le marché des DM déjà existants, quelle que soit la date de fin de validité de leur certificat, avec un report de 2 ans pour les DM à plus haute classe de risque, de 4 ans pour les autres, en adaptant bien sûr la période d'écoulement des stocks en conséquence. Donc, sans ce report, l'exercice semble impossible. Je vous rappelle, 1000 certificats déjà sur les 24 ou 25 000 qu'il reste à passer en 2 ans. Mais évidemment, il faut aussi permettre que les ON puissent augmenter leur capacitaire. On sait qu'actuellement, par exemple, la période de désignation des ON, elle est de l'ordre de 700 à 800 jours. Peut-être qu'il y a un travail à faire pour permettre que tous ceux qui sont encore dans la file arrivent plus rapidement. Continuer à inciter des candidatures. On sait que, par exemple, en France, on a un deuxième organisme notifié qui est dans le parcours, mais pendant très longtemps, on a eu un seul organisme notifié. L'idée, évidemment, c'est qu'on ait un accès possible de toutes les entreprises, de tous les fabricants aux ON. On sait que quand une entreprise n'a pas déjà d'ON parce qu'elle est en train de développer son activité, l'accès à l'ON est très compliqué. Et puis la dernière série de propositions, c'est d'utiliser judicieusement ces ressources, puisqu'on l'a compris, les ON sont vraiment le point de blocage, puisqu'ils ne peuvent pas prendre en charge toutes les demandes qui leur arrivent et surtout tenir l'évaluation dans des temps raisonnables. Donc, il y a tout un travail sans doute à faire pour avoir une approche pragmatique pour utiliser au mieux les capacités de ces ON et pas leur demander notamment de l'administratif qui ne servira à rien. Surveiller de façon ad hoc les produits existants, c'est peut-être pas la peine qu'ils refassent la vigilance que font déjà les autorités compétentes, et pourtant c'est une des demandes du règlement. Une meilleure prise en compte des données post-marché et d'équivalence pour l'évaluation clinique pour les produits, encore une fois, déjà mis sur le marché depuis de nombreuses années, et puis évaluer comment traiter les produits de niche. Donc voilà, toutes ces propositions ont fait l'objet d'un position paper pour sensibiliser nos autorités, et on continue à être en contact avec les autorités françaises pour partager avec eux les difficultés de ce système. Les dossiers sont prêts, mais le système ne permet pas de les regarder. Et puis, on est évidemment en échange avec les autres associations nationales et surtout MedTech Europe, qui est la fédération européenne qui regroupe l'ensemble de l'industrie européenne du dispositif médical, puisqu'on sait que la seule solution, elle sera européenne et elle passera par une modification notamment du texte. Le partage de diagnostics est maintenant, je pense, vraiment très, très largement constaté et partagé. Myriam va pouvoir parler de cette enquête qui a été faite au niveau européen. Et puis, on s'aperçoit en discutant avec nos différents homologues que la position est convergente sur tous les pays et que ce n'est pas une problématique franco-française. Voilà, je suis arrivée au bout de ce que j'avais prévu de vous présenter.
Merci beaucoup, Cécile. Merci, c'était très, très instructif et clair. Face à l'ampleur de la tâche pour les industriels et au coût que cela représente, il y a un risque d'abandon de produits, hein. Dans un article du Monde du 18 mars 2022, il était dit que près de 150 000 dispositifs médicaux pourraient disparaître en Europe. Ce qui paraît tout à fait conséquent. Avant de passer la parole à Myriam, nous allons lancer un deuxième sondage justement sur cette question. Prévoyez-vous d'abandonner certains produits pour concentrer vos efforts de mise en conformité sur d'autres? Donc oui, nous allons y être contraints. Deuxième possibilité, oui, mais nous avions déjà pour projet de réduire nos gammes. Ou encore, non, nous avons prévu de transférer l'intégralité de nos produits sous règlement. Donc, des réponses très partagées. En tout cas, seulement 40% des participants pensent parvenir à transférer l'intégralité de leurs produits, de leur offre de dispositifs médicaux sous le nouveau règlement. Donc 60% qui vont soit y renoncer, soit qui y avaient déjà renoncé ou qui vont être contraints de renoncer à certains dispositifs. Donc c'est assez impressionnant. Merci beaucoup. Donc Myriam, la parole est à vous pour nous présenter des résultats d'une enquête MedTech Europe, notamment. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, C'est bon? tout à fait. D'accord, parfait. Donc, en fait, effectivement, je vais continuer avec certaines données additionnelles sur la présentation que Cécile a faite. Et effectivement, ça reprend les données préliminaires d'une enquête qui a été faite avec MedTech. Donc, effectivement, je vais structurer ma présentation. D'abord, les résultats préliminaires de cette enquête qui a été faite en Europe. Effectivement, ça ne concerne pas que la France. Aussi, on va voir pourquoi ces organismes notifiés ont des ressources qui sont limitées et en quoi ça impacte nos produits. Et évidemment, je vais essayer de finir sur une note positive parce qu'il y a beaucoup de soucis, mais il y a aussi des propositions de solutions. Je ne dis pas qu'elles soient gagnées, mais ce serait pire si on n'avait pas de suggestions à faire. Donc, voilà. Donc, pour commencer, vers mars-avril, on a reçu un questionnaire via MedTech Europe, qui est les syndicats de l'industrie des dispositifs médicaux au niveau européen, où ils nous demandaient où on en était par rapport à l'implémentation, la transition d'MDD au MDR. Donc, effectivement, cette enquête a été clôturée le 26 avril, donc on a justement les premières réponses. Mais déjà, ça va nous permettre d'avoir une bonne visibilité puisqu'il y a eu 475 réponses et il n'y a pas eu que les grandes entreprises qui ont répondu. Il y a eu aussi beaucoup de PME qui se sont manifestées et en tout, ça représente entre 60 et 70% du marché en chiffre d'affaires. Donc, en fait, les résultats, on s'y attendait, c'est son appel, et ce n'est pas très encourageant puisque à 2 ans de la date butoir, presque pile, hein, il y a plus de 85% des dispositifs qui ne sont toujours pas certifiés selon des MDR. Et ça, effectivement, avec le petit sondage qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est assez cohérent. Donc, pas de surprise. Donc, c'est dû à quoi ce retard qu'on a de la certification? Bon, et évidemment, c'est que les temps d'évaluation, comme Cécile l'a très bien expliqué, sont beaucoup trop longs et très variables. Avec la directive, en fonction du dispositif, on pouvait avoir une période d'évaluation qui était entre 6 ou 9 mois. Et maintenant, en fonction de la complexité du dossier et de la nouveauté du produit, ça peut aller double, triple et voire quadruple. Et ces délais
ce n'est pas seulement pour les certificats de design dossier pour des produits, mais aussi pour l'obtention des certificats de système de management de la qualité. Parce que ce qui a été constaté dans cette enquête MEDTEC, c'est que quand il y a une grande entreprise qui a plusieurs sites de fabrication, la certification prend plus longtemps, ce n'est pas proportionnel au nombre de sites audités. Pourquoi? Parce que trouver des dates pour que les soignants puissent visiter le site, c'est très, très compliqué. Ensuite, c'est qu'effectivement, un audit, c'est par définition un échantillonnage, mais plus c'est compliqué, plus on a besoin de vérifier, donc les temps d'audit sont allongés aussi. Pour les certificats des produits, je reviendrai un petit peu là-dessus, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de données cliniques qui les organismes notifiés doivent évaluer. Donc, la revue de la documentation devient compliquée. Et aussi, il y a des produits qui n'ont pas encore été soumis aux organismes notifiés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de recul, on n'a pas d'expérience, donc les grandes entreprises vont pas soumettre tout leur portfolio en même temps parce qu'ils vont faire une soumission plutôt par vague. On voit comment ça se passe, quels sont les points de vigilance, où est-ce que ça peut coincer, pour essayer d'y remédier et que les nouvelles soumissions soient un peu plus fluides. Et évidemment, il y a une capacité plus qu'illimitée des revues des organismes notifiés qui sont obligés à reporter les évaluations ou via les CTI. Donc, ça c'est quant aux soumissions. Mais que se passe-t-il une fois que nos dossiers ont été soumis? Eh bien, le constat numéro 1, c'est qu'on n'a pas de visibilité. C'est-à-dire qu'on soumet les dossiers et on ne sait pas où les organismes notifiés, en quelle étape de l'évaluation ils sont. On reçoit des questions, mais on n'a pas une visibilité du planning. Après, en fonction des organismes notifiés, les règles parfois ne sont pas très claires. Donc, il y a variabilité quant aux évaluations. Il y a des refus de dossiers pour certains industriels parce que les constats des organismes notifiés disent que la documentation clinique souvent ne répond pas aux attentes et aux guidelines. Les produits qu'on appelle compliqués, ce sont des produits de combinaison où il y a des médicaments qui sont adjuvants. Ça prolonge encore plus l'évaluation. Ça pouvait arriver, on a vu tout à l'heure, jusqu'à 24 mois. Difficulté d'accès aux organismes notifiés, c'est-à-dire qu'avec des règlements, ce n'est pas permis d'y avoir des réunions avec les organismes notifiés pour essayer de comprendre les requis et que l'évaluation se passe de façon beaucoup plus fluide. Donc, il y a énormément d'allers-retours. C'est très onéreux. Et je ne pourrais pas vous donner un ordre de grandeur. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de tarifs fixes. Ça dépend de l'organisme notifié et en fait, le tarif, c'est par rapport à l'heure d'évaluation, sauf qu'au départ, on ne sait pas combien d'heures d'évaluation il va y avoir et après, si on a des jeux, des allers-retours, des questions, ça peut aller des simples au double, mais globalement, c'était constaté qu'il y a au moins une augmentation du prix de 30% par rapport à une évaluation de MDD, aussi parce que les dossiers sont beaucoup plus compliqués. Et il y a un blocage systématique des produits annexes 16. Ce sont les produits annexes 16, un petit rappel, ce sont ces produits qui n'ont pas une finalité médicale. C'est par exemple les produits des compléments de rides à base d'acide hyaluronique ou les lentilles des couleurs, okay, parmi d'autres exemples. Et bon, ça ne relève pas de l'enquête de MEDTEC, mais c'est intéressant, ils ont posé les questions aux organismes notifiés parce que c'est intéressant aussi d'avoir leur vision. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est vraiment dommage qu'ils ne puissent pas capitaliser sur ce qu'ils savent déjà. Effectivement, il y a des dispositifs médicaux qui sont sur le marché depuis 30 ans, qui ont été revus maintes fois, et ça n'empêche que quand ça passe de l'MDD à l'FDR, ils sont obligés à le revoir et à le certifier.
Aussi, comme ça a été expliqué précédemment, la surveillance des dossiers MDD, c'est toujours une obligation, mais effectivement, s'il y avait des changements majeurs, ça ne serait pas MDD, sinon que ça basculerait en MDR. Donc, on s'est dit si on ne peut pas peut-être optimiser cette partie-là. Même quand il y a des petits changements qui sont acceptables pour un produit MDD, on notifie normalement systématiquement les organismes notifiés, donc ils perdent beaucoup de temps pour voir des petites modifications. Il y a des guidelines qui apparaissent d'un jour au lendemain, si j'ose dire, et qui ont un impact très important. Là, notamment, cette guideline, c'est une guideline qui concerne les changements des classifications de certains types de produits. Donc, il y avait des produits qui étaient classe 2B qui ont passé à classe 3. Parce qu'évidemment, quand il y a un changement, c'est simplement le plus strict. Donc, que se passe-t-il si je soumis mon dossier et le lendemain, les règles qu'on applique ne sont pas les mêmes? Qu'est-ce que l'organisme notifié doit faire? Est-ce qu'on prend en compte la nouvelle réglementation? Est-ce que c'est autant quand l'industriel met soumis les dossiers? Donc, en fait, vraiment, les guidelines n'ont pas un temps d'implémentation et c'est une des choses que ça sera demandé. Et aussi, effectivement, si c'est compliqué pour nous, les industriels, c'est aussi très compliqué pour les évaluateurs parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 15 000 standards, il y a plus de 1000 pages de guidelines et à UDAMED seulement, il y a plus de 800 pages de textes, plus d'autres documents qu'ils doivent consulter. Donc, la formation des évaluateurs aussi, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça a un impact vraiment très important et un risque d'impact sur sur la qualité des soins pour nos patients. Pourquoi? Parce que dans cette enquête MedTech, ça a été, c'était pas surprenant, mais la moitié des répondants ont confirmé qu'effectivement, ils vont être obligés à réduire leur portfolio. Mais cette réduction de portfolio, parfois, ça peut être très important parce que ça peut impliquer un peu plus d'un quart de leur portfolio, des réductions de portfolio. Un problème important, c'est qu'il y a un tiers de PME qui n'ont pas accès à l'organisme notifié désigné MDR. Pourquoi? Parce qu'on a vu que de la soixantaine, on a passé à la moitié à ces jours et que les organismes notifiés, ils sont déjà tellement surbookés avec les clients habituels qu'ils ne peuvent pas se permettre d'accepter des nouveaux clients. Beaucoup de ces PME avaient des organismes notifiés qui, pour l'instant, ne sont pas certifiés MDR. Donc, ça crée un embouteillage très important. Et tout cela fait que l'Europe n'est pas considérée comme le premier territoire des choix pour enregistrer des nouveaux dispositifs médicaux, notamment tout ce qui concerne le software et la robotique. Donc, c'est une situation un peu compliquée, mais effectivement, il y a des pistes, des idées préliminaires qui pourraient permettre, si ce n'est pas de résoudre complètement la situation, de l'améliorer. Effectivement, à une capacité insuffisante, qu'est-ce qu'on doit faire? On priorise et on va optimiser les ressources. C'est-à-dire que limiter au maximum les tâches administratives et éviter la répétition de revues. Quand on sait qu'il y a un produit qui a été démontré pendant des années, qui est performant et qui est safe, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser d'autres données à part les études, les investigations cliniques, des données des surveillances des marchés, par exemple. Voilà. Aussi, accélérer la destination d'organismes notifiés qui prend très, très longtemps. Ça, c'est quant à la capacité de s'organismes notifiés, mais après, il y a aussi l'évaluation en soi. Est-ce qu'on ne pourrait pas
copier un peu ce qu'on peut faire avec les médicaments, parfois d'avoir des autorisations de mise sur le marché conditionnées, avoir peut-être une certification conditionnelle, de façon à qu'on puisse la compléter avec des données de post-marché ou un engagement à faire une étude sur une certaine période de temps. Et aussi faciliter les audits à distance parce que ça serait beaucoup plus facile pour libérer les créneaux des organismes notifiés. Et bien évidemment, harmoniser l'interprétation de requis en Europe puisque ce n'est pas du tout facile et vraiment assurer l'accès d'une façon équitable à toutes les entreprises parce que ça serait dommage que des produits qui sont très intéressants et très importants et très innovants, on ne puisse pas les mettre sur le marché justement parce qu'on n'a pas accès à un organisme notifié. Compte évidence clinique, vraiment avoir une vision beaucoup plus pragmatique. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à guidelines qui sont insuffisamment évalués, c'est que l'avis et l'impact pratique sur l'industriel très souvent n'est pas pris en compte par les autorités. Donc, il faudrait peut-être faire une espèce de consultation pour voir quel est l'impact que ça peut avoir et autoriser les organismes notifiés à mettre en place des planifications, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle guideline qui s'applique, quel est le temps pour la mettre en place et comment on peut faire pour que ça ne mette pas en cause une évaluation qui a pu être faite les mois précédents. Et ça serait intéressant d'avoir également, j'ai pris le terme qui existe pour les médicaments, un système de referral, c'est-à-dire que parfois on n'est pas forcément d'accord avec l'interprétation de l'organisme notifié. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un système, une autorité compétente qui puisse trancher, où chaque partie pourrait donner leur avis pour qu'on ait en désaccord et comment on peut trouver la meilleure solution. Et effectivement, mettre en place des pre-submission meetings avant de soumettre un dossier qui est innovant, qui est nouveau pour tout le monde. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de pouvoir, avec des règles bien strictes, bien entendu, dans un terrain neutre, si j'ose dire, pour qu'on puisse se mettre d'accord sur quels sont les requis qui sont attendus pour qu'on ne perde pas de temps et on évite des allers-retours de façon perpétuée. Donc, voilà. Donc, en conclusion, ça revient toujours un peu à la même chose. On a beaucoup de retard. Pas seulement les produits qui sont déjà sur les marchés, mais aussi tous les nouveaux produits qui voudraient rentrer en Europe. Sauf que l'Europe commence à perdre son attractivité. Et tout ça, vraiment, ça peut avoir un impact majeur dans les systèmes de soins parce que il va y avoir des produits qui ne vont pas être certifiés et l'arsenal thérapeutique va être très réduit. Donc, pour remédier à cela, on va nécessiter vraiment que les cadres réglementaires soient beaucoup plus prévisibles, beaucoup plus robustes et que les institutions européennes nous aident à mettre en place des solutions concrètes. Et pour ça, on a vraiment besoin de temps pour implémenter ces solutions et pour que les systèmes soient prêts parce qu'à ce jour, on est un peu loin. Donc, voilà, mais bon, c'est grâce aux UNITEM aussi qui nous aident auprès des institutions. Donc, on tient tous à les remercier. Et on va essayer de trouver une solution pour qu'à la fin, le patient puisse compter avec des dispositifs médicaux sûrs, safe, et qu'il n'y ait pas des lacunes thérapeutiques. Voilà. Et sur ce, je vous remercie à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous, Myriam. Merci beaucoup. Nous avons un petit peu de temps maintenant pour prendre vos questions et répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Et donc, l'une des questions par rapport aux suggestions d'aménagement que vous avez exprimées l'une et l'autre, c'est une question de Lauréana. Avez-vous des retours, des échos de la Commission européenne? Comment réagit la Commission européenne face à l'inquiétude des industriels et a-t-elle répondu à vos suggestions d'aménagement? Je ne
Je peux en tout cas témoigner du fait que la Commission européenne était présente à la journée du 14 mars que nous avions organisée sur le sujet. Et par ailleurs, elle était aussi présente au MedTech Forum à Bruxelles en mai, tout début mai. Et pour l'instant, la position de la Commission européenne n'est pas très encourageante en matière de réouverture du texte. C'est-à-dire que la lecture qu'on en a, c'est que le constat est assez partagé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déni sur la situation, mais pour l'instant, la position de la Commission est plutôt de trouver des solutions à l'intérieur du cadre réglementaire existant. Or, comme on vous l'a démontré, il nous semble que ça ne sera pas suffisant. Quand on regarde les chiffres de façon très pragmatique, on ne voit pas comment c'est possible. Alors, il y a beaucoup d'étapes. On sait notamment que le règlement a été reporté d'1 an en avril 2020 pour une application normalement en mai 2020. Donc, on sait que c'est un travail qui peut prendre du temps. Il y a des échéances, notamment il y a un conseil de l'EPSCO qui est en gros le conseil des ministres de la Santé prochainement. Il y en aura d'autres. Donc, c'est des sujets que toutes les instances continuent à pousser pour que, évidemment, le sujet aille un peu plus loin que simplement, il y a des difficultés, il faut qu'on trouve les solutions à l'intérieur du cadre actuel. Une question pour Myriam, cette fois. Les entreprises répondantes, donc je pense qu'il s'agit de l'enquête MedTech Europe, les entreprises répondantes représentent 60 à 70% du chiffre d'affaires global du secteur, peut-être. Quel pourcentage des 25 000 DM à recertifier représentent ces entreprises? Et quel pourcentage des legacy devices? Pour l'instant, je n'ai pas plus de données parce qu'effectivement, ce sont des données qui sont préliminaires. Donc, en fait, les chiffres que j'ai présentés, ce sont les chiffres qui sont publics. Mais je pense que parmi les legacy, je pense que la plupart des produits sont legacy. Je ne m'avancerai pas à donner un pourcentage, mais si on voit déjà que 85% des produits MDD n'ont pas transité au MDR, moi, je pense que les pourcentages, ça va être au moins ça. Mais encore une fois, on n'a pas encore les données parce que l'enquête a été clôturée le 26 avril et ils nous ont donné les grandes lignes, mais pour l'instant, ils ne sont pas trop rentrés dans les détails parce qu'ils sont en train d'analyser les données, en fait. Donc, j'ai une question un petit peu pratique également. Donc, dans le fameux article du 18 mars dont je vous parlais tout à l'heure, il était dit qu'un dossier de certification jusqu'à maintenant pouvait faire 800 pages et avec le nouveau règlement dont il est question aujourd'hui, ce même dossier fait plus de 8000 pages. Donc, je ne sais pas si cette proportion est réelle ou un petit peu exagérée. Et donc, la question qui en découle, c'est comment peuvent faire les petites entreprises pour se débrouiller avec des dossiers qui doivent faire maintenant 8000 pages. Est-ce que c'est un petit peu plus facile pour les grandes entreprises parce qu'elles ont plus de personnel? Comment concrètement on peut faire pour s'en sortir dans une entreprise, une petite, une moyenne, une grande? Effectivement, c'est vrai que les problèmes, c'est surtout pour les PME, parce que les grandes entreprises, normalement, ils sont plus de moyens, et surtout au niveau des investissements, si bien des personnels que pour faire des essais cliniques, par exemple. Après, cette proportion des pages, ça dépend aussi énormément du type de dispositif médical. Pour un classe de A, ce n'est pas les mêmes ampleurs que pour un produit qui est très innovant, qui n'a jamais été sur les marchés et qui n'a pas les 15 000 guidelines à revoir. Donc, en fait, les problèmes pour répondre à ce type de questions, c'est que l'industrie des dispositifs médicaux est tellement large qu'on ne peut pas comparer, par exemple, des couches d'incontinence avec un IRM. Donc, les dossiers, ça ne va pas être le même. Enfin, j'exagère, je mets vraiment les extrêmes. Mais effectivement, mais il faut pas croire, bien évidemment, les grandes entreprises ont plus de moyens, mais aussi ils sont beaucoup plus d'activités et souvent sont des groupes étrangers qui ne comprennent pas souvent les besoins de l'Europe. Donc, en fait, les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais
ce que je voudrais dire, que ce n'est pas parce que c'est une grande multinationale, une grande entreprise, que pour nous, ça se passe de façon très fluide. Dans l'absolu, on est à la même enseigne. Oui, on a plus des moyens dans l'absolu, mais c'est vrai qu'on a aussi d'autres difficultés, beaucoup plus de produits, et que s'il y a un produit qui ne réussit pas à le faire basculer à l'MDR, peut-être que ça va créer un vide thérapeutique, parce que dans les marchés, c'est un des produits qui en vend le plus. Donc en fait, on a des contraintes peut-être logistiques peut-être plus importantes, mais comment mettre solution à ça? Ça dépend de l'entreprise, ça dépend des produits. Voilà, c'est compliqué à répondre de façon beaucoup plus concrète. Une question très large nous écrit Bertrand, mais quels sont les éléments qui expliquent que l'on se retrouve dans cette situation? Je peux essayer d'apporter certains éclairages. Je pense que c'est multifactoriel, évidemment. Déjà, c'est que ce règlement, il a été écrit avec des ambitions, et elles sont tout à fait, comment dire, La sécurité des patients. voilà, elles vont dans le bon sens et elles sont partagées par tous. Voilà, c'est ce que je voulais dire, hein, l'ambition de la sécurité des patients, d'une plus grande transparence, enfin, tous les éléments que je vous ai évoqués au début ont été tout à fait partagés par l'ensemble des acteurs. Là, on voit bien que la difficulté, elle est vraiment de passer le stock des produits sous les fourches du nouveau règlement. Il y a certaines réglementations où les nouveaux produits suivent les nouvelles règles et les anciens continuent à vivre leur vie jusqu'à disparaître avec les anciennes règles. Là, pour des raisons qui sont des raisons juridiques dans lesquelles je ne rentrerai pas parce que je ne les maîtrise pas toutes, il a été estimé par la Commission européenne qu'on ne pouvait pas avoir deux régimes quelque part, un régime qui finissait pour les anciens produits et un nouveau qui commençait pour les autres. Donc, partant de ce principe, il a bien été prévu une période transitoire, que ce ne soit pas à une date la même pour les nouveaux produits et les anciens, mais ça a été écrit sur le papier à une période où on avait du mal à projeter pragmatiquement tout ce que ça allait impliquer. Encore une fois, au tout début, la Commission était beaucoup plus confiante sur le délai de notification des organismes notifiés. Moi, je me souviens qu'à l'été 2019, elle attendait pour la fin de l'année une vingtaine d'organismes notifiés reconnus au titre du règlement. On est à avril, enfin mai maintenant 2022, on n'en a toujours que 29. Et tous les derniers qui arrivent sont des organismes notifiés qui ont des scopes limités en plus, parce qu'on ne rentre pas dans toutes les subtilités, mais les organismes notifiés sont notifiés suivant leur domaine de compétences. Certains ont tous les codes et peuvent aller certifier toute entreprise, tout dispositif, mais certains autres ont des domaines beaucoup plus restreints. Donc voilà, le système, il a demandé à tout le monde d'upgrader ces démonstrations, etc. Donc, ça a pris plus de temps pour notifier les organismes notifiés qui ne pouvaient pas commencer à travailler. Ce n'était pas possible qu'ils commencent à travailler avec des entreprises sur des certifications MDR tant qu'eux-mêmes n'étaient pas reconnus. Donc, on voit bien qu'à force de rajouter les étapes comme ça, on a repoussé, et que les 3 ans prévus au départ, enfin les 4 ans prévus au départ, 2020-2024, se sont résumés à 2021-2024, et que par ailleurs, il y a eu un autre effet qui n'était pas forcément attendu, c'est que comme le règlement a été repoussé d'1 an, et que le système n'était pas prêt, et que tout le monde était pris, parce qu'il y a quand même une crise sanitaire qui est arrivée par-dessus ça, qui a mobilisé énormément les entreprises pour répondre aux besoins de tous les jours et qui a fait prendre du retard sur les dossiers de mise en conformité, aux autorités compétentes pour aller voir les OED, enfin voilà, c'était général. Eh bien, il y a beaucoup de produits finalement qui ont été maintenus, je dirais, sous couvert directive 1 an de plus, plutôt que d'aller vers du règlement, parce qu'on était dans une situation de crise et il fallait être pragmatique. Donc voilà, c'est beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de choses qui ont été présentées aussi par... pardon, j'en perds mes mots. Par Myriam, tous les guides d'interprétation n'étaient pas prêts au moment de la mise en application, donc ils arrivent au fur et à mesure. On vous donne un exemple, le guide sur la classification, il date de
quelques mois, enfin à peine. Novembre. Voilà, novembre, donc après la mise en application du règlement. Or, des stratégies entières puisque vous avez bien compris que la classe ne change pas la démonstration à faire, mais change la procédure que l'organisme notifié doit conduire pour vérifier la complétude. Ce n'est pas la même chose si on est en 2B ou si on est en 3, en termes de nombre de dossiers à revoir, etc. Et donc, ça a pu chambouler un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est plein de petites choses, plein d'éléments qui expliquent sans doute pourquoi on en est là actuellement. Et qui explique, et je pense qu'il faut le redire là, la question n'est pas de remettre en cause le bien fondé de ce règlement et son application, c'est vraiment de prévoir que la période de transition et le passage de tous ces anciens produits, comme si c'était de nouveaux produits avec les nouvelles règles, se fasse dans des conditions qui permettent la continuité des produits sur le marché. Merci beaucoup. Allez, une dernière question, en fait 2 questions dont on va faire une dernière question concernant les petites entreprises. Est-ce qu'il serait opportun d'accompagner spécifiquement les petites structures qui représentent 93% des fabricants de DM en France? Et du coup, on nous a promis des aides pour la certification. Avez-vous des nouvelles? Les startups innovantes sont vraiment peinées pour faire face à cette situation. Donc, comment accompagner les petites structures dans ce cheminement, et va-t-on les aider financièrement comme cela aurait été promis? Alors effectivement, dans le cadre du plan DM qui a été présenté par la ministre Agnès Pannier-Runacher en fin d'année, il y a tout un volet qui est dédié, c'est l'axe 4, qui est dédié à l'accompagnement financier d'un certain nombre d'actions sur des accès à du diagnostic, à des consultants, la structuration des réseaux d'investigateurs pour lancer les investigations cliniques, etc. Donc, il y a des choses qui sont en cours aussi pour la formation, puisqu'on a besoin de personnes compétentes dans le secteur. Donc ça c'est en train de se structurer. C'est notamment BPI qui est impliqué dedans. Je ne pourrais pas vous dire pragmatiquement où est-ce que ça en est exactement, mais on sait que ça avance puisque nous, on est régulièrement interviewés là-dessus. Évidemment, il faut pouvoir accompagner toutes les structures et celles qui en ont le plus besoin, ça a été exprimé par Myriam, c'est les toutes petites puisqu'elles ont plus de mal à avoir la ressource en interne ou à la trouver. Il n'empêche que la difficulté, elle est rencontrée par tous et par tous les acteurs en ce moment. Une des missions du SNITEM, c'est bien d'accompagner toutes les entreprises et tout le travail commun qui est fait, qui est généré au niveau du SNITEM en matière de guides, d'outils, etc., a vraiment vocation justement à supporter les entreprises qui n'ont pas les mêmes moyens pour faire de la veille réglementaire, pour s'accompagner, etc. Donc, c'est une de nos vocations notamment. Bien, Myriam, vous voulez ajouter quelque chose pour le mot de la fin? Simplement, voilà, c'est pas une mince affaire, ces transitions. C'est vraiment un casse-tête pour les petites entreprises, les moyennes entreprises et pour les grandes entreprises. Mais voilà, au moins, on a des pistes d'amélioration et proposition de SNITEM qui fait du forcing auprès des autorités, c'est important. Et de toute façon, il va bien falloir trouver une solution parce que sinon, c'est le système de santé qui est en péril. Donc, qu'il le veuille ou pas, il va falloir trouver un plan B. Merci beaucoup, vraiment, mesdames, pour vos explications autour de ce sujet passionnant. Vous avez été très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Vous allez tous recevoir le replay de cette session dans les jours qui viennent pour vous y référer. Et donc, avant de nous quitter, je voudrais juste vous annoncer la prochaine session Invivox Academy. Ce sera donc le jeudi 2 juin à midi sur un autre sujet, celui du métaverse en santé et de ses promesses, notamment en matière de formation. Donc, ça promet d'être très, très intéressant et très innovant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à assister à cette prochaine session de l'Invivox Academy. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session. Et donc, nous vous disons à bientôt. Merci, mesdames. Merci. Merci à vous.